Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de WRC. Nous allons faire un premier bilan de la saison en cours, car nous sommes à la moitié de ce championnat 2023. Effectivement, il ne reste plus que 6 rallyes sur 13 à faire, et cela débutera dès le rallye d'Estonie qui se déroulera du 20 au 24 juillet prochain. Alors, nous allons faire un bilan des classements pilotes, des classements de marque, nous allons parler du WRC2 aussi, parler de l'aspect sportif, mais pas que. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour cette émission spéciale WRC. Cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je suis un petit peu tout seul. Guillaume a des obligations, donc on va parler un petit peu de WRC. Alors c'est la période creuse, début de vacances d'été, le championnat du monde fait relâche jusqu'à la fin juillet, le rallye d'Estonie qui sera suivi du rallye d'Finlande, le bloc des rallyes sur terre et des toboggans. Nous, on va parler du championnat du monde des rallyes. Effectivement, pour nous, on va faire le premier bilan de cette saison. Il y avait 13 rallyes qui étaient inscrits au championnat du monde des rallyes. On en a disputé 7, donc on va dire qu'on est plus ou moins à la mi-saison. On va parler des classements, des faits marquants, des équipes, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a un petit peu moins plu. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas. Si vous avez des remarques à me faire remonter, des améliorations, et puis voilà, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors, on va parler du classement. Le classement, il peut être lu de deux manières. Alors, Kalle Rovanperä mène le classement avec 140 points. Alors, sur certains sites, je vois 139, mais bon, le WRC met 140. Elfyn Evans, pour sa part, est second avec 99 points. Sébastien Ogier et Ott Tänak sont à 98 points à égalité. On peut lire le classement de deux manières. Soit c'est un triplé de Toyota, soit Ott Tänak est troisième, et là, vient faire le trouble fait. Mais bon, voilà, Sébastien Ogier fait pas la totalité du championnat, donc c'est une belle bagarre avec Tänak. Derrière suivent Neuville à 93 points, Lappi à 69 points, Dani Sordo 46 points, et après c'est vraiment décroché avec Katsuta 35 et Pierre-Louis Loubet à 20 points. Au niveau du classement constructeur, 285 points pour Toyota, 237 pour Hyundai, et enfin Ford, je dis des bêtises, qui suit à 175 points. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Toyota domine le championnat avec 3 pilotes dans les 4 premiers, et que si la mi-saison est arrivée, on voit mal Rovanperä ne pas être titré, même s'il est moins flamboyant que la saison dernière. Il a déjà fait le break, il a une grosse avance sur Evans, surtout qu'il y a 2 rallyes qui arrivent et qui lui seront favorables. Bon, on remarquera que Evans est là aussi, Ogier fait honneur à son rang, et Tänak, lui, suit et surnage du côté des chez Ford. Alors, au niveau des faits marquants, le premier fait marquant pour nous, puis le plus gros fait marquant de cette première saison, enfin de cette première demi-saison, c'est le décès de Craig Breen qui sortait d'une saison compliquée chez Ford et qui était revanchard. Ça aurait pu être le facteur X de Hyundai. Il a fait un premier bon résultat en Suède avec une très belle seconde place. Et puis là, voilà, en essai en Estonie, ça a été un vrai traumatisme pour le WRC, un vrai traumatisme pour Hyundai. C'est très dur pour le championnat du monde, c'est très dur. C'était un pilote qui était très aimé. Pour nous, c'est réellement le vrai fait marquant de cette première demi-saison. Alors, on aurait vraiment voulu ne pas en parler, ne pas mettre dans le vrai fait marquant, mais c'est vraiment ça qui a marqué ce premier début de saison. Alors maintenant, on va parler du débrief marque par marque. Alors comme vous le voyez, c'est pas préparé, j'y vais un petit peu à l'improvisation. On va passer Toyota, Hyundai et enfin Ford. On va commencer par Toyota, à tout seigneur, tout honneur. C'est une domination comme les saisons précédentes. La voiture est performante, le choix des pilotes est judicieux, et surtout elle a montré sa fiabilité comme au Kenya. La voiture, c'est la plus fiable du plateau. Après, au niveau des pilotes, Rovanperä, même s'il est moins dominateur, il marque de gros points. Il a déjà fait le break sur les autres pilotes. Puis les 2 blocs de rallye qui arrivent, la Finlande et en premier lieu l'Estonie, lui sont favorables. Même s'il va balayer, on sait qu'il est capable de grosses performances là-bas. Et en fait, sur cette deuxième moitié de saison, je vois mal Kalle Rovanperä s'écrouler et perdre le championnat, tellement le break est fait. Alors effectivement, il est moins flamboyant, c'est moins une belle saison, mais
Il marque de gros points, il est toujours là, et sans ce qu'on lui demande, lui, il est là pour jouer le titre, et il joue sa carte à fond. Après, Sébastien Ogier est toujours là, fidèle à son statut, fidèle à lui-même, fait une première belle demi-saison, il est 3e au championnat, alors il aurait pu scorer plus de points, mais bon, c'est les aléas du rallye, avec une petite sortie, des problèmes de fiabilité ici ou là, même si la Toyota est très fiable, mais il est quand même 3e au championnat. C'est vraiment le facteur X chez Toyota, c'est celui qui va marquer des gros points dès qu'il est là. Evans, il est là, il suit les seconds au championnat. Alors, c'est pas le Evans des années précédentes, mais il a enfin gagné avec les voitures hybrides. Il n'avait pas gagné depuis l'arrivée des voitures hybrides. Tout le monde disait qu'il n'y arriverait pas, moi le premier. Eh ben, il m'a fait mentir. Il a fait un magnifique rallye Croatie. Il démontre qu'il est toujours là, qu'il marque de gros points pour Toyota. Et bon, sur un malentendu, il pourrait revenir sur Rovanperä, même si on n'y croit pas trop, même si Rovanperä semble au-dessus du lot. Quand même, Evans lui donne la réplique et c'est assez beau à voir. En fait, c'est en fait Toyota qui fait le gros des points. Alors voilà, comme tout dans chaque équipe, il y a des gros points positifs et des gros points négatifs. Pour moi, le gros point négatif, c'est Katsuta. Katsuta, c'est la grosse déception de cette demi-saison. Il ne progresse pas, il stagne, il casse pas mal de matériel. Franchement, il a montré un petit peu ses limites pour moi. Pour moi, ce pilote, je le vois plus progresser. Il est peut-être temps pour les décideurs japonais de passer à autre chose, de donner sa chance à d'autres jeunes pilotes. Pourquoi pas issus de leur filière. Mais là, vraiment, Katsuta a vraiment montré ses limites. En Suède, il est sorti un peu de partout, même si au Safari, il arrive à rentrer 4e, mais c'est pas les places qu'il avait les saisons précédentes. Pour moi, il a vraiment montré ses limites. Et voilà, après, il y aura un 4e pilote en Finlande, le patron, Latvala, qui revient pour le rallye de Finlande. Il sera chez lui à voir ce qu'il est capable de faire, s'il est capable de faire une belle performance. En tout cas, ça sera beau à voir, ça sera intéressant à voir. Pour moi, Toyota est au-dessus du lot, Rovanperä est au-dessus du lot. En gros, l'équipe est très bien montée, la voiture est fiable. Pour moi, je vois pas en 2023 Hyundai aller les chercher. Alors Hyundai, c'est préoccupant. Le décès de Craig Breen a été un vrai traumatisme pour le WRC et pour l'équipe. L'équipe a vraiment accusé le coup, a eu du mal à s'en relever. Il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps. Cela peine à se traduire sur les spéciales actuellement. J'ai peur que si la seconde partie de saison soit identique, voire moins bonne que la première partie, les décideurs en tirent les conclusions. Et comme l'a dit Guillaume, c'est une organisation qui peut être adaptée pour le circuit assez rapidement. Les ingénieurs en place ont déjà une expérience du rallye. Alors on connaît le vieux serpent de mer du départ de Hyundai pour aller sur les circuits. Je pense qu'un de ces quatre, ça va arriver. On entend des rumeurs de transfert d'un Rovanperä, mais je n'y crois pas une seule seconde. Surtout quand on voit l'histoire, au Tanak, on voit ce que ça a donné. Rovanperä, la meilleure voiture du plateau. Hyundai a à peine à combler l'écart qu'il a avec Toyota. Moi, c'est une équipe qui me fait un petit peu peur. C'est préoccupant. Elle est dans le dur. Elle a du mal à progresser. Il y a beaucoup de problèmes de fiabilité, de problèmes à tous les niveaux. Et moi, j'ai peur qu'un de ces 4 matins 2023 ou 2024, peut-être, on nous annonce une mauvaise nouvelle. Mais bon, voilà, l'équipe a eu un gros coup dur, accusé le coup. C'est très compliqué pour eux. Alors, l'arrivée de Maisons, on espère que ça va un petit peu remettre les choses en place. Mais tout de même, ils sont vraiment dans le dur, à l'image de Neuville. En fait, Neuville n'est pas si loin. Sa victoire en Sardaigne le remet en selle, mais la sombre histoire du Kenya lui fait marquer 0 points. Et surtout, ça jette un petit peu l'opprobre sur le pilote. Ça fait une grosse histoire, ça jette un petit peu de discrédit. On a tous l'impression que chaque année, Thierry Neuville se bat pour le titre, mais qu'à chaque fois, patatras, c'est l'éternel second. Moi, j'ai plus l'impression cette année qu'il stagne un petit peu et que c'est un petit peu compliqué pour lui.
En fait, j'ai l'impression que l'histoire de Hyundai est un peu l'histoire de Neuville. Quand Neuville va, Hyundai va. Quand Neuville va pas bien, Hyundai va pas bien. C'est vraiment compliqué pour le constructeur coréen. Et moi, j'ai peur que si en 2023, là, sur la seconde partie de saison en 2023, ou si en 2024, l'équipe n'arrive pas à trouver la performance pour combler le retard sur Toyota, parce que très clairement, Toyota est devant. Voilà, il y a des décisions qui soient prises assez rapidement. L'API, c'est vraiment la bonne surprise. Il a eu du mal à démarrer, il a eu du mal à se mettre en mouvement. Et puis après, il met 3 podiums, il score des gros points. Il est là, bien souvent plus rapide que Neuville. Il faisait un rallye du Kenya absolument formidable avant qu'une fois de plus, Hyundai le trahisse. Il monte en puissance. Moi, à l'image de Guillaume Lafay, je regrette un petit peu les décisions d'équipe, ces décisions d'équipe qui disent on favorise Neuville plus que l'API. Moi, j'aimerais plus un discours à la Toyota, un discours qui laisse les pilotes se battre, plutôt que prendre des décisions et favoriser l'un ou l'autre des pilotes. Mais l'API, c'est pour moi la belle surprise de ce début de saison, de cette première partie de saison. Il montre qu'il est encore là, qu'il a encore des belles capacités. L'API, c'est le point positif de Hyundai. Et après, Dani Sordo. Alors, Dani Sordo, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans cette troisième voiture. Il fait une très belle performance au Portugal, mais on le sent, ça commence à devenir long pour le pilote espagnol qui commence à accuser un petit peu le poids des années. Une saison complète, c'était pas possible pour lui. Heureusement que Sunninen prend sa relève en Estonie et en Finlande. Espérons que Sunninen soit performant, qu'il tire aussi un petit peu l'équipe vers le haut à l'image de l'API. Mais c'est vrai que Hyundai, c'est une première demi-saison très compliquée, des problèmes, le décès de Craig Breen, un manque de performance face à Toyota. On a l'impression vraiment que c'est compliqué pour Hyundai. J'ai du mal à croire que Hyundai arrive à combler son retard sur cette demi-saison. Espérons que cette demi-saison leur serve à préparer 2024 et que l'écart avec Toyota se réduise un petit peu. Voilà, Hyundai, c'est la deuxième puissance du WRC, très clairement. 1 pour moi, Toyota, 2 Hyundai et 3 Ford. On va parler de Ford, pour moi, qui est la troisième force du plateau. Et Ford, c'est un petit peu problématique pour eux aussi. Alors Ford. Alors j'ai lu que Richard Miller en avait un petit peu assez qu'on tire sur Ford et qu'on parle des problèmes de fiabilité. Je suis peut-être d'accord avec lui, ça ne doit pas être très agréable qu'on tire à boulet rouge sur M-Sport. Alors c'est vraiment la troisième place force du plateau, excusez-moi. On le sait, les moyens ne sont pas les mêmes et la Puma très clairement a du mal à faire face. Mais on est obligé de parler de ça, quoi. On est obligé de parler des problèmes récurrents de fiabilité de la Puma parce que c'est ce qui coûte aujourd'hui le plus de points à Ford et le plus dans la performance. Alors Tanak est admirable, il se bat, il est même arrivé à gagner en Suède. C'est dur, c'est problématique, mais il donne une chance, il fait honneur à son statut d'ancien champion du monde, il tire la marque vers le haut. Voilà, les moyens ne sont pas équivalents, mais tout de même, moi je suis un petit peu étonné. Un petit peu étonné parce que M-Sport, c'est pas des nouveaux-nés, c'est pas des lapins de Garenne de 3 semaines. Ils sont en WRC depuis de nombreuses années. Ils savent faire des voitures, ils savent faire des rallyes 2, ils savent faire des rallyes 3, ils savent faire des WRC. La fiabilité, quand on voit la liste des pièces différentes qui cassent, moi je suis un petit peu étonné. Alors certes, on est passé de rallye 1 à des rallyes 1 hybrides, parce que maintenant c'est le nom qu'on leur donne. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus compliqué, mais tout de même, c'est d'énormes problèmes de fiabilité. Chaque fois, c'est des petites pièces qui cassent, des petites pannes à répétition. Enfin, je suis un petit peu étonné quand même de cette récurrence de problèmes de fiabilité de cette Puma, surtout que sur les années précédentes, c'était un petit peu moins le cas avec les Fiesta. Et là, patatras, on a l'impression que dès que la Puma sort, au Kenya, elles ont toutes été affectées par un problème. Il n'y en a pas une qui a marché. Donc, Richard Milner, qui se plaint que tout le monde tire à boulet rouge sur M-Sport, il est bien gentil,
Mais en fait, c'est la vérité. Donc, s'il veut pas, faut régler les soucis, sinon on parle de rien. On peut pas dire bravo M-Sport, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux. C'est pas le cas. Même si j'ai beaucoup de respect et j'adore cette équipe, aujourd'hui, c'est le bilan qu'on peut faire d'équipe. Aujourd'hui, il y a de gros soucis de fiabilité sur cette Puma. Alors, Tanak, il est digne de son rang, il gagne en Suède, il est à la bagarre avec Evans et Ogier au classement, il n'est pas largué du tout. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu avec ce tempérament de gagnant. Ça fait plaisir. On le voyait avec Hyundai, il avait toutes les peines du monde, c'était un peu le Ponce Pilate. Là, on le revoit, il demande des solutions, il est combatif. Ça fait plaisir de le revoir comme ça. La seconde saison peut lui être favorable. On a vu l'année dernière que la seconde partie de saison avec Hyundai lui avait été énormément favorable. Pour peu que la Puma se mette au niveau, on peut dire que Tanak est capable de grandes choses. C'est tout ce que j'espère. J'espère que pendant le petit intermède, M-Sport va un petit peu solutionner ces problèmes de fiabilité et que Tanak aura du matériel au niveau de son rang. Maintenant, Pierre-Louis Loubet, en fait, ça va être un petit peu le coup de gueule de cette émission. Alors, j'ai pas envie de spoiler l'évolution du WRC parce que on a dit qu'on vous en parlerait dans une émission spéciale avec Guillaume Lafay, mais en fait, Pierre-Louis Loubet, c'est le symbole du mal qui ronge le WRC depuis des années. Les jeunes ont du mal à se faire une place. On le sait, pour être au niveau, il faut connaître les spéciales, il faut connaître les rallyes, il faut connaître les WRC, il faut rouler dans ses autos, il faut avoir de l'expérience. Et aujourd'hui, les règlements vont en l'encontre de tout ça. Ils vont en l'encontre de pouvoir rouler, de pouvoir avoir de l'expérience, de pouvoir emmagasiner de l'expérience. Tous ces règlements vont à l'encontre de ça. Jamais les jeunes ne peuvent être au niveau des Neuville, Tanak, Ogier, qui eux roulent depuis des années. D'ailleurs, on a vu le fils Solberg, il s'est cassé la gueule la saison dernière avec Hyundai. Lapis, Suninen, même galère, ils ont du mal, ils prennent des années pour être au niveau. Padon, à l'époque, lui aussi, s'est cassé la gueule en WRC. Et moi, j'ai bien peur que si on continue avec ces règlements, qui, en fait, aujourd'hui, la FIA, le règlement de la FIA, c'est on réduit les coûts, on réduit les essais, on réduit les passages en spécial, on réduit tout. C'est bien beau, mais on peut pas mettre dans des mains de jeunes pilotes des voitures qui frisent des millions d'euros en leur donnant comme objectif de scorer, d'aller vite, et de pas casser du matériel. Alors c'est bien beau, mais moi j'ai l'impression qu'avec ce discours de réduction des coûts à tout va, on voyait encore des Tanak, des Neuville, des Evans ou même des Ogier ou des Loeb rouler encore dans 5-6 ans. De toute façon, de toutes les manières, c'est pas compliqué. L'expérience qu'ils ont, ces pilotes, avec le nombre d'années qui roulent dans des WRC face à des jeunes comme Solberg ou comme Pierre-Louis Loubet, ce n'est pas la même expérience. On le sait. Il faut avoir de l'expérience, connaître les spéciales, rouler en essai pour assimiler ses autos. Et on ne peut pas demander à Pierre-Louis d'être performant sans rouler, sans avoir d'essai. Déjà, l'auto, elle a de nombreux soucis. Elle est derrière en niveau performance. Alors, moi, je vais prendre l'avocat de la défense de Pierre-Louis. Je tape pas toujours dessus. Alors, vous avez vu avec Guillaume Lafay dans nos débriefs, parfois on est un petit peu dur avec Pierre-Louis, mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de le défendre et de remettre un peu les choses dans leur contexte. Pour un seul pilote, ça fait beaucoup. Il doit composer entre résultats, peu d'essais, méconnaissance de certains terrains, une Puma qui est peu fiable. Espérons que la seconde partie de saison soit pour lui un peu plus favorable. J'ai un petit peu du mal à y croire. Ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Et Pierre-Louis, c'est un petit peu le symbole du mal qui ronge le WRC. Je pense que le WRC va dans une mauvaise direction. Les voitures sont de plus en plus compliquées, coûtent de plus en plus cher. Et d'un autre côté, on réduit les coûts à tout va, on fait des énormes bêtises. On en rentrera plus dans les détails avec Guillaume Lafay sur l'évolution du WRC. Mais ça devient problématique pour les jeunes. Pierre-Louis, le symbole des jeunes qui auraient envie de percer, d'arriver en WRC, mais qui n'y arrivent pas. Il n'est pas le seul. On voit beaucoup de jeunes pilotes qui aujourd'hui stagnent en WRC 2,
d'autres qui préfèrent même redescendre en WRC2. Mikkelsen, Greensmith, même s'ils ont des moyens, ça devient de plus en plus compliqué de rouler en WRC, et encore plus compliqué pour des jeunes qui ne connaissent pas forcément, parce qu'en fait, 1, 2 ou 3 saisons en WRC, on va dire que c'est pas du circuit, c'est jeune, c'est très jeune, et c'est problématique. Pierre-Louis est admirable, il se bat, il se donne les moyens, mais à un moment donné, il y a une réalité, c'est la réalité économique, c'est la réalité des règlements, et ça se traduit par des mauvais résultats. Alors oui, quand on voit les résultats bruts, c'est pas flamboyant. Si on les lit bruts de pomme, c'est pas énorme, mais c'est un peu plus compliqué que ça. On va revenir dans une prochaine émission sur l'évolution du WRC avec Guillaume Lafay. D'ailleurs, posez-nous des questions, dites-nous, donnez-nous des remarques si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. En tout cas, pour moi, M-Sport, pour en conclure, c'est la troisième force du plateau. Effectivement, les moyens ne sont pas les mêmes. Otanak surnage et tire l'équipe vers le haut. Mais voilà, il y a des problèmes récurrents avec cette équipe, des problèmes de fiabilité, c'est un petit peu dommage. Voilà, j'espère que la deuxième partie de saison sera un peu plus favorable à M-Sport. On va parler maintenant du WRC2. Alors, on va parler de classement du WRC2 et de la saison en cours. Alors le WRC2, Cocorico, Johan Rossel est devant, il mène le championnat avec 77 points, 64 points Oliver Solberg, Greensmith 62 points, Kajetanowicz 4e à 55 points, mais on va y revenir, 44 points Lindholm, 42 points Mikkelsen, 38 points pour Griezin, 36 pour Suninen et enfin 9e Adrien Fourmeau. Donc on va noter la bonne tenue de Johan Rossel qui est en tête du championnat et qui surtout tient la dragée haute à la nouvelle Skoda et son Armada. Il est quand même devant Solberg, Greensmith, Lindholm, Mikkelsen, c'est pas rien. On notera aussi les bonnes performances d'Adrien Fourmeau qui, malgré son matériel un petit peu dépassé, tient la dragée haute. Alors il fait une énorme bêtise sur le dernier rallye en Sardaigne, alors qu'il était largement devant et qu'il méritait la victoire. C'est dommage pour lui, mais il montre une fois de plus qu'il est performant, qu'il apprend et qu'il mérite de rester une saison de plus en WRC2, voire en WRC. Le WRC2, c'est un championnat qui est ouvert, qui pourrait être passionnant, qui pourrait être le championnat le plus passionnant du championnat du monde, mais une fois de plus, ces règlements est fait de telle sorte que ce championnat est pipé et biaisé. On le voit avec Kajetanowicz. Alors Kajetanowicz est 4e au classement. Voilà, le WRC en 2, on peut faire des impasses. Quand on voit les engagés du Kenya ou du Mexique en WRC2, ça en est quasiment risible. Alors quand vous prenez Kajetanowicz, qui est au demeurant un très bon rallye, il marque de gros points au Mexique, il marque de gros points en Sardaigne, c'est tout à fait louable pour lui aussi, et puis il gagne au Kenya, et au final, il est 4e au classement. En fait, sous-entendu, vous allez faire un petit peu 2-3 rallyes où il y a des gains, où il n'y a personne, comme on dit dans le sud, où il y a des gains, et en fait, vous vous retrouvez 4e au classement, alors que quand vous avez des pilotes comme derrière Lindholm, Mikkelsen ou Griezin, qui sont derrière Kajetanowicz, c'est un petit peu bizarre. À quand un vrai championnat où on marque les points sur tous les rallyes? À quand faire comme le WRC 2? Alors comme le WRC, on veut faire un championnat pour faire monter les jeunes, mais le championnat à chaque fois est biaisé, c'est à chaque fois bizarre, personne ne comprend rien, on fait des impasses, bref. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le WRC 2. En tout cas, en WRC 2, on notera que Rossel est devant, qui tient la dragée haute au Skoda, que Fourmeau fait des belles performances. Le petit carton jaune que je pourrais donner, c'est à Oliver Solberg. Alors Solberg, on va dire qu'il avait toutes les cartes en main cette saison pour être le grand gagnant du WRC2. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors entre petites fautes et grosses bêtises, des règlements un petit peu compliqués et la sévérité de certains commissaires aussi, ça fait une saison un petit peu
Un petit peu en dents de scie pour Solberg. Alors on va pas dire que c'est une mauvaise saison. Il est second. Il est à 13 points de Rossel. On espère que la deuxième partie de saison sera favorable, qu'il y aura une grosse bagarre. Mais en fait, le WRC2, c'est un petit peu problématique. On a du mal à s'y retrouver, on a du mal à suivre entre les impasses, on vient pas. C'est dommage parce que ça pourrait être le championnat le plus intéressant du championnat du monde. Quand on voit les engagés qu'il y a eu en Croatie, c'est absolument magnifique. On notera aussi Siamin qui fait de belles performances. Pour l'instant, ça score pas trop. Il sera là en Finlande. On espère qu'il va montrer une fois de plus sa pointe de vitesse. En tout cas, les Français en WRC2 sont là, ça fait plaisir. Ils font de belles performances. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Dernière partie de l'émission. Avant toute chose, je vous remercie. Merci de nous suivre sur YouTube. Merci de nous suivre sur les différentes plateformes de podcasts que ce sont Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfin on est disponible sur plein de plateformes. Merci pour vos commentaires sur les débriefs avec Guillaume. Avec Guillaume, on va parler dans une prochaine émission de l'évolution de WRC. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse sur la demi-saison qui vient de s'écouler. Posez-nous des questions, réagissez, dites-nous si vous avez des questions sur la prochaine émission, sur l'évolution du WRC. Maintenant, on va parler de l'aspect général de cette première demi de saison. Une première demi de saison, pour moi, ça a été un petit peu en dents de scie. Comme beaucoup de monde, je me suis ennuyé avec le Monte Carlo. Le Monte Carlo, c'était sec. Alors, vivement le retour en 2024 à Gap. On ne crie pas victoire, on attend de voir le parcours pour sauter de joie. Mais force est de constater que cette édition 2023 était sèche, on s'est ennuyé, la demi-montée du Turini était absolument affreuse. Voilà, comme beaucoup de monde, je me suis ennuyé. Alors ça a été un petit peu en enti, on a eu des rallyes absolument magiques, d'autres un petit peu moins intenses. Pour moi, je me suis régalé en Suède. Le retour depuis 3 ans, la délocalisation depuis 3 ans du rallye de Suède a été une bonne chose. Il y a de la neige, des spéciales absolument magnifiques, on se régale. Le rallye de Mexique, alors moins engagé, un rallye toujours aussi beau avec de l'engouement. Le rallye de Croatie qui est pour moi en train de devenir le plus beau rallye asphalte du championnat du monde et peut-être l'un des plus beaux rallyes asphalte. Des épreuves spéciales de folie, du monde, des engagés en WRC2, c'était absolument dingue. Le rallye du Portugal, toujours fidèle à sa réputation, on s'est amusé. La Sardaigne aussi. Le Kenya, un petit peu à l'image du Mexique, la délocalisation c'était assez loin, 30 engagés, une trentaine d'engagés, alors on peut pas demander tout le monde y aller. Là, sur ces 2 rallyes, on va dire que le WRC2 a servi un petit peu à rien. C'était un petit peu problématique. Alors moi, j'ai conscience des problématiques économiques. Il faut délocaliser des rallyes. Il faut aller en Amérique, il faut aller en Afrique. Mais c'est un peu problématique. On a l'impression que ce championnat du monde est un petit peu en dents de scie. Alors c'est différent de la F1. La F1, voilà, il y a 20 voitures. Les 20 voitures doivent être engagées. Là, il y a différentes catégories. Et certains peuvent faire l'impasse. Donc ça donne des plateaux comme on le voit au Mexique ou au Safari, avec des plateaux un peu maigres et parfois un petit peu une intensité au niveau des rallyes un petit peu moindre. Pour l'instant, cette demi-saison est favorable à Toyota, Hyundai second, un petit peu derrière. La deuxième force du plateau, c'est Ford. Voilà, c'est pour moi une première demi-saison en dents de scie de ce championnat du monde de rallye. Alors, le championnat du monde des rallyes va revenir avec l'Estonie fin juillet. Un bloc de 2 rallyes sur les toboggans de terre que sont l'Estonie et la Finlande. Après, on ira sur le rallye très cassant de la Grèce. Là aussi, ça va être très intéressant. Le Chili, le nouveau rallye d'Europe centrale qui va traverser 2 ou 3 rallyes. Je sais plus, il me semble que c'est 3 rallyes. Ça va être un rallye à découvrir absolument magnifique. Et enfin, le Japon en toute fin de saison, un rallye là aussi asphalte. C'est vrai que moi je suis un petit peu attaché, je suis français, je suis comme tout le monde, je suis attaché à l'asphalte. C'est un petit peu en disparition, donc voilà, on voit disparaître certains rallyes asphalte. Il en faut. En tout cas, j'espère que cette seconde partie de saison va être très intéressante et qu'il y aura de la bagarre en WRC et en WRC2. J'espère que vraiment Hyundai va arriver à réduire un petit peu la marge face à Toyota.
et que Ford va résoudre aussi ses problèmes de fiabilité pour nous donner un championnat WRC intéressant sur cette deuxième partie de saison. Voilà, on en arrive au terme de cette émission, de ce bilan de cette première partie de saison. 7 rallyes ont été disputés, il n'en reste plus que 6. Merci de m'avoir suivi. De temps en temps, on fera des petites émissions comme ça. On va se retrouver très très vite avec Guillaume sur l'évolution du WRC parce qu'il me l'a promis. Très très vite, on va se retrouver pour le débrief du rallye d'Estonie et du rallye de Finlande. Voilà, je vous souhaite une belle première partie d'été. Profitez bien. Moi, tout va bien. Je suis au sud. Il y a Senegal qui chante. Je vous laisse. Ciao, ciao. Je vais aller me baigner et à très bientôt. Bye bye. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again.